Bonjour à tous. Pour continuer la leçon sur la diversification des êtres vivants, nous allons voir que le transfert horizontal, pas vertical, horizontal, ce transfert de gènes est à l'origine d'une diversification de certains êtres vivants. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un transfert horizontal et non pas vertical comme on a l'habitude des parents à enfants. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme je vous l'ai annoncé dans le titre, le transfert de matériel génétique peut se faire de manière verticale ou horizontale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons une bactérie A. Cette bactérie possède, son ADN. Et donc, dans son ADN, il y a un gène d'intérêt. Ce gène nous intéresse, on veut essayer de le passer à d'autres populations bactériennes. En temps normal, une bactérie se divise toutes les 20 minutes. Et on va donc obtenir une deuxième génération avec son ADN et dans cet ADN, le fameux gène d'intérêt. Bon, ben voilà, là on ne fait que transmettre d'une génération à une autre, c'est un transfert vertical. Maintenant voilà, prenons une bactérie de type B. Cette bactérie B possède son propre matériel génétique, mais nous voudrions la modifier pour l'améliorer grâce au gène possédé par la bactérie A. Il faut donc réussir à faire passer le gène de A à B. C'est ce qu'on appelle un transfert horizontal. Donc le transfert horizontal, vous l'aurez compris, se passe entre deux individus d'espèces différentes et non pas d'un parent à ses enfants. Alors ce transfert de gène horizontal a été mis en évidence pour la première fois par Griffith en 1928. Alors, comment est-ce qu'il a mis en évidence? Tout simplement en travaillant sur des bactéries et sur la notion de résistance aux antibiotiques. Alors, nous avons ici un exercice qui nous permet de prouver la transmission de la résistance aux antibiotiques entre bactéries. Je vous invite à faire pause et à lire. C'est bon? Donc, je vous résume. La peste, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie, Yersinia pestis. Ces bactéries, elles se trouvent dans l'intestin des puces et quand l'homme se fait piquer par une puce, il reçoit de la salive qui va contenir ces fameuses bactéries Yersinia pestis. Or, il se trouve que des expériences ont été faites par des chercheurs. Ils ont fait ingérer à des puces un mélange de bactéries Escherichia coli résistante à un antibiotique, la streptomycine. Alors le gène de résistance, en fait il y en a deux, c'est STRA et STRB Escherichia coli. En plus de ces Escherichia coli résistance à un antibiotique, ils ont fait ingérer aux puces des bactéries, Yersinia pestis, mais sensibles à cet antibiotique. Donc d'un côté, on met la bactérie responsable de la peste sensible à l'antibiotique dans l'intestin de la puce, et en même temps, on met l'Escherichia coli résistante à l'antibiotique. Et on regarde ce qui se passe. Donc les chercheurs ont évalué le nombre de puces qui possèdent des bactéries responsables de la peste qui sont devenues résistantes. Et là, c'est ce qui est représenté dans le graphique. Donc en ordonnée, vous avez le pourcentage de puces infectées contenant des souches de Yersinia pestis devenues résistantes en fonction des jours après l'infection. Et vous voyez que donc au bout de 3 jours, on a environ 30% de puces infectées. Puis on augmente, au bout de 7 jours on passe à 60%, 14 jours presque 70% et à 28 jours on est presque à 100% de puces infectées. Donc qu'est-ce que ça signifie? Reprenons l'expérience. On a des puces. Dans leur intestin, on va intégrer des Yersinia pestis sensibles, S pour sensibles, donc des bactéries responsables de la peste qui sont sensibles aux antibiotiques. On intègre en même temps des Escherichia coli qu'on trouve dans tous les intestins, c'est naturel. Sauf que celles-ci, elles sont résistantes à cet antibiotique. Elles possèdent le gène de résistance STRA et STRB. Ce qui veut dire que dans l'intestin, on va avoir donc deux populations bactériennes différentes qui vont se côtoyer. Et qu'est-ce qu'on observe? Que progressivement, on va trouver des bactéries que je dessine ici en orange. On va en trouver de plus en plus au bout de 28 jours. On va avoir 90% de quoi? De Yersinia pestis résistante. On a donc ici une bactérie qui est devenue résistante. Elle était sensible, elle est devenue résistante. Deux hypothèses. Soit il y a eu une mutation, elle est devenue résistante, soit elle a récupéré les gènes de résistance en provenance des Escherichia coli. Comment vérifier ça? Dans l'énoncé, on nous dit une expérience témoin. C'est important, le témoin.
toujours faire un témoin. Donc une expérience témoin réalisée avec des bactéries Escherichia coli non résistantes ne montre aucune apparition de résistance chez Yersinia. Si je reprends ça sous forme de schéma, je fais donc des puces témoins. Dans leur intestin, je mets Yersinia pestis sensible à l'antibiotique, mais avec elle, je mets des Escherichia coli sensibles également, c'est-à-dire non résistantes. Si c'était une mutation, je devrais trouver des Yersinia pestis résistantes. Or, dans l'énoncé, on nous dit qu'il n'y a pas de modification, que Yersinia pestis reste toujours sensible aux antibiotiques. Donc on a bien la preuve ici que ce n'est pas une mutation qui est à l'origine de l'apparition de la résistance, mais plutôt un transfert horizontal de gènes entre les deux individus. Donc dans quel sens? Dans celui-là? Non, transfert dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a le transfert des gènes en direction de Yersinia pestis. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien c'est important parce qu'aujourd'hui on abuse des antibiotiques et Escherichia coli c'est une bactérie qu'on trouve dans les intestins de tous les animaux, surtout les mammifères, et nous en avons. Et donc si nous abusons des antibiotiques, nous modifions notre flore intestinale et nous favorisons parfois la rencontre de bactéries résistantes avec de bactéries non résistantes. Et pour peu que les bactéries qui soient modifiées soient des bactéries responsables de maladies très importantes comme la peste, on peut craindre de nouveau sur la planète de grandes épidémies. Voilà pourquoi c'est important de respecter les prescriptions pour les antibiotiques. Alors voilà comment font les bactéries pour se transférer du matériel. Elles se connectent par ce qu'on appelle un pili, enfin des pilis, il peut y en avoir plusieurs. Donc ici, on a un tube de connexion qui se fait entre deux bactéries. Et par ce tube, du matériel génétique va circuler en direction de l'autre bactérie. En général, on parle de bactéries mâles et femelles, mais c'est faux en fait, il n'y a pas de sexe. C'est vraiment en fait simplement une connexion pour échanger du matériel génétique. Alors vous allez me dire comment ça fonctionne cet échange, ce qu'on appelle la conjugaison chez les bactéries. Alors pour pratiquer une conjugaison chez les bactéries, il faut déjà deux bactéries. Chaque bactérie va avoir son chromosome bactérien, mais bien souvent on va observer dans le cytoplasme des bactéries des petits ADN circulaires appelés plasmides. Et cet ADN contient bien sûr des gènes. Et par exemple ici, on peut parler d'une cellule F+, parce qu'elle va produire grâce à son plasmide un facteur F qui peut nous intéresser par exemple. La cellule à côté est une cellule F-. Elle ne possède pas le plasmide. Il va donc se passer un phénomène de conjugaison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pili sexuel qui se met en connexion entre les deux bactéries et on va avoir donc le plasmide qui est situé dans la bactérie F+, qui va se dupliquer et au fur et à mesure de sa duplication, la copie va passer de l'autre côté par le pili sexuel. Ce qui veut dire qu'entre le schéma 1 et le schéma 2, il y a eu réplication et transfert du gène facteur F par l'intermédiaire du pili sexuel. Une fois le transfert terminé, notre première bactérie possède toujours son plasmide, elle est toujours F+, et la deuxième bactérie a récupéré un plasmide, elle devient donc F+. Voilà comment on modifie une population bactérienne, une espèce bactérienne, en la mettant en contact avec une autre. Et il va y avoir donc des pilis sexuels et échange de matériel génétique. Alors on a vu l'échange de matériel entre bactéries, mais il faut savoir qu'il peut y avoir transfert de matériel génétique entre espèces bien différentes. Et nous avons un très bel exemple de transfert de matériel génétique entre un virus et un mammifère, en l'occurrence les primates. Donc chez notre ancêtre primate, l'ancêtre commun à tous les primates, il y a eu un transfert de gènes par un virus, le virus MPMV, qui a permis la fusion des cellules du placenta pour permettre un placenta beaucoup plus efficace au final que les placentas qu'on trouve chez les autres mammifères type vaches, cochons, chevaux, etc. Alors, c'est quoi un placenta avec des cellules fusionnées? Donc quand l'embryon au 7e jour vient s'installer contre la paroi de l'utérus, donc les tissus embryonnaires vont se coller au tissu maternel. On va avoir mis en place une sorte de suçoir, en fait il faut s'accrocher. Sauf que pour faire ça, nous avons plusieurs cellules embryonnaires qui vont fusionner. On va trouver des cellules géantes avec des centaines de noyaux à l'intérieur. Alors la fusion des cellules est due à une molécule, la syncytine, qui est codée par un gène. Si on met en culture des cellules,
des cellules dans lesquelles on ne met pas de gène de syncytine, on met un autre gène, on s'aperçoit qu'on a bien des petites cellules avec chacune leur noyau. Si par contre on met des cellules en culture et qu'on injecte le gène de la syncytine dans ces cellules, on va s'apercevoir qu'on a des cellules géantes qui se forment avec tous les noyaux au centre. Vous voyez là? Donc ici on a bien la preuve entre le témoin et le test que la syncytine est à l'origine de la fusion des cellules. Alors, comment est-ce qu'on a eu l'idée d'aller chercher du côté des virus? Tout simplement parce que les virus nous infectent de cette manière. Ils vont fusionner leur membrane avec la membrane de nos cellules. Vous avez ici la comparaison sur anagène de la syncytine humaine et de la protéine de l'enveloppe du virus. On s'aperçoit qu'effectivement, on a très peu de différence. On a beaucoup d'identités. Alors, quelle est l'importance de cette protéine dans l'infection par les virus? Donc le virus MPMV possède des protéines sur son enveloppe. À l'intérieur du virus, il y a uniquement du matériel génétique. Il est nécessaire pour le virus qui ne possède pas de structure cellulaire classique d'infecter une cellule pour pouvoir détourner sa machinerie cellulaire pour produire de nouveaux virus. Donc pour cela, il faut que l'ADN ou l'ARN du virus pénètre à l'intérieur de la cellule. Il va donc falloir fusionner les deux membranes. Or, il se trouve qu'à la surface de nos membranes plasmiques, nous avons des protéines réceptrices qui sont complémentaires des protéines d'enveloppe du virus MPMV. La complémentarité des protéines fait que les deux membranes vont fusionner et on va avoir pénétration du matériel génétique viral à l'intérieur de la cellule. En temps normal, la cellule infectée va multiplier l'ADN, créer de nouveaux virus et la cellule va mourir. Or, il se trouve que parfois, cet ADN est intégré au matériel génétique des cellules et persiste. Et c'est comme ça qu'on va retrouver 10% d'ADN humain qui est en fait de l'ADN viral. Donc si nous avons évolué, si nous nous sommes diversifiés, c'est parce que notre patrimoine génétique humain s'est modifié grâce à de l'ADN viral. On va trouver dans la nature plein d'espèces qui possèdent dans leur génome des gènes provenant d'autres espèces parfois bien différentes. Ça va être le cas ici de cette acidie. Alors les acidies sont des éponges, elles vivent dans les milieux marins accrochées aux rochers. Leur épaisse enveloppe appelée tunique est principalement constituée de cellulose. Or la cellulose, c'est une énorme molécule produite par les végétaux. Donc ici, on a un gène qui permet aux acidies, c'est-à-dire des animaux, de produire de la cellulose. Et il se trouve que cette cellulose a une origine bactérienne et non pas végétale. Donc ici, on a eu transfert de gènes de bactéries vers un animal. Dans ce cas-là, les nématodes, nous avons ici des nématodes qui sont capables de se nourrir de racines de plantes et qui peuvent digérer la cellulose. Or, la plupart des animaux ne peuvent pas le faire. La cellulose, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. On vous dit de manger des légumes pour avoir des fibres. Parce que la cellulose, on ne peut pas la casser. C'est une énorme molécule très longue comme l'amidon, sauf qu'on n'arrive pas à la digérer. Ça fait une grande fibre qui va tout accrocher les déchets dans l'intestin. Donc chez les nématodes, il y a une enzyme qui leur permet de digérer la cellulose. Et cette enzyme, elle est produite à partir d'un gène d'origine bactérienne, encore une fois. Les caroténoïdes que vous connaissez bien, carotte, d'accord? C'est un pigment orange synthétisé normalement par les plantes. Et regardez ici, qu'est-ce que nous avons? Des pucerons. Et au milieu des pucerons verts, nous avons des pucerons orange. Donc normalement, les animaux ne peuvent pas synthétiser les caroténoïdes. Et bien ici, ces pucerons roses synthétisent eux-mêmes leurs caroténoïdes grâce à des gènes issus de champignons. Donc on a eu un transfert ici, champignons, animaux. Donc vous voyez que les transferts de matériel génétique, il y en a partout autour de nous dans la nature. Et s'il n'y avait pas eu ces transferts, nous n'aurions pas une telle diversité aujourd'hui sur la planète.